Il existe une forme de violence qui ne laisse aucune trace visible, aucune marque sur la peau, aucune preuve tangible que tu pourrais montrer au monde. Pourtant, elle corrode ta paix intérieure avec une efficacité silencieuse et dévastatrice. Jung a passé des décennies à étudier cette dynamique psychologique invisible, celle où certaines personnes activent quelque chose de profond dans ton inconscient, quelque chose que tu ne comprends pas encore, mais que tu ressens viscéralement. Ce ne sont pas toujours des ennemis évidents ou des personnes ouvertement hostiles. Souvent, ce sont des individus qui semblent normaux aux yeux des autres, parfois même proches de toi, mais dont la présence crée en toi une désintégration émotionnelle progressive. Si tu as déjà ressenti cette fatigue existentielle inexplicable après certaines interactions, si tu as déjà senti ton énergie vitale drainée par quelqu'un sans pouvoir nommer exactement ce qui se passait, alors ce que tu vas découvrir maintenant va transformer complètement ta compréhension des dynamiques relationnelles et te donner les outils psychologiques pour protéger ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Ton corps détecte ces menaces psychologiques bien avant que ta conscience ne puisse les nommer. Ce que je vais te révéler n'est pas une liste de comportements superficiels. C'est une cartographie psychologique profonde des patterns destructeurs qui opèrent dans l'ombre de tes relations. Et reconnaître ces signes pourrait être l'acte de conscience le plus libérateur que tu accompliras cette année. Le premier signe se manifeste dans quelque chose de si subtil que tu as peut-être passé des années à le minimiser, à te convaincre que c'était toi qui étais trop sensible, trop émotif, trop intense. Ils invalident systématiquement tes émotions profondes. Pas toujours de manière agressive ou criante, non. Souvent, c'est un processus insidieux qui se déploie à travers des phrases apparemment anodines, des regards qui disent que ce que tu ressens n'est pas légitime, des silences qui nient la réalité de ton monde intérieur. Quand tu exprimes une douleur authentique, ils la minimisent avec une légèreté déconcertante. Quand tu partages une joie profonde, ils la ridiculisent avec un cynisme à peine voilé. Quand tu poses une limite émotionnelle claire, ils l'ignorent, comme si ton besoin n'existait pas dans leur univers psychologique. La véritable violence commence quand tes émotions deviennent invisibles aux yeux d'autrui, quand ton monde intérieur est traité comme une fiction sans importance, quand ta réalité affective est constamment remise en question jusqu'à ce que tu commences toi-même à douter de ce que tu ressens. Ce n'est pas de la sensibilité excessive de ta part. C'est de la violence psychologique subtile qui opère à travers un mécanisme que Freud appelait projection défensive. Ces personnes portent en elles une incapacité à tolérer leurs propres émotions refoulées. Et plutôt que de faire le travail d'intégration nécessaire, elles projettent ce rejet sur ton monde émotionnel. Jung expliquait que lorsque quelqu'un n'a pas intégré sa propre ombre émotionnelle, lorsqu'il a construit une persona rigide qui nie la profondeur affective, ta sensibilité devient pour lui un miroir insupportable qui lui renvoie ce qu'il refuse de voir en lui-même. Lisa Feldman Barrett a démontré à travers ses recherches en neurosciences que nos émotions ne sont pas simplement des réactions automatiques. Elles sont des constructions sophistiquées qui donnent sens à notre expérience intérieure. Et quand quelqu'un invalide systématiquement ces constructions, il ne rejette pas seulement tes sentiments, il attaque ta capacité même à donner sens à ton existence. Frankl, qui a survécu au camp de concentration et a construit toute une théorie du sens à partir de cette expérience extrême, disait que le besoin existentiel fondamental de l'être humain est que son expérience intérieure soit reconnue comme réelle et légitime. Ton besoin de validation émotionnelle n'est pas une faiblesse psychologique ou un déficit de maturité. C'est un besoin profondément humain et absolument légitime qui est inscrit dans la structure même de ton système nerveux social. Quand tu commences à reconnaître qui dans ta vie honore ton monde émotionnel et qui le détruit méthodiquement, tu poses le premier acte de discernement psychologique authentique. Tu n'as pas à justifier ce que tu ressens, tu n'as pas à prouver la légitimité de tes émotions.
Tu n'as pas à réduire ton intensité affective pour accommoder l'inconfort d'autrui face à la profondeur. Observe attentivement qui te fait sentir que tes émotions sont trop inadéquates, exagérées, déplacées. Ces personnes ne te voient pas vraiment. Elles voient leur propre reflet projeté et elles punissent en toi ce qu'elles n'ont jamais eu le courage d'accueillir en elles-mêmes. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux dans leur comportement. Quelque chose qui se passe au niveau de ton corps, avant même que ta conscience ne puisse l'analyser. Le deuxième signe ne se manifeste pas dans les mots ou les actions visibles. Il se révèle dans les profondeurs de ton système nerveux autonome. Leur présence active ton corps en mode survie. Peut-être as-tu remarqué cette tension inexplicable qui monte dans ta poitrine quand tu sais que tu vas les rencontrer. Cette contraction subtile dans ton ventre qui apparaît dès que tu entends leur voix. Ce léger tremblement intérieur qui envahit ton être avant même qu'il n'ait dit ou fait quoi que ce soit d'objectivement menaçant. Ton rythme cardiaque s'accélère imperceptiblement. Ta respiration devient plus superficielle et contrôlée. Tes muscles se tendent dans une posture défensive que tu n'as pas consciemment choisie. Ton corps possède une sagesse que ta loyauté mentale refuse parfois d'entendre. Une intelligence somatique qui détecte le danger psychologique bien avant que ton esprit rationnel ne puisse le nommer ou le justifier. Stephen Porges a révolutionné notre compréhension de ces mécanismes à travers sa théorie polyvagale, démontrant que ton système nerveux autonome est constamment en train d'évaluer la sécurité ou la menace dans ton environnement relationnel à travers un processus qu'il appelle neuroception. Ce processus opère en dessous du seuil de ta conscience, analysant des micro-signaux dans le ton de voix, les expressions faciales, la posture corporelle, et déterminant si tu es en sécurité ou en danger avant même que tu ne puisses y penser. Quand certaines personnes sont présentes, ton nerf vague dorsal s'active en mode défensif, retirant l'énergie de tes systèmes sociaux et te préparant biologiquement soit à combattre, soit à fuir, soit à te figer. Joseph Ledoux a passé sa carrière à cartographier les circuits neuronaux de la peur et a découvert que ton amygdale, cette structure ancienne au cœur de ton cerveau limbique, peut détecter des menaces subtiles et activer des réponses de stress en quelques millisecondes, bien plus rapidement que ton cortex préfrontal ne peut analyser rationnellement la situation. Ce que cela signifie concrètement, c'est que quand tu ressens cette activation corporelle en présence de certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa ni de l'imagination, c'est ton système nerveux qui te communique une information vitale sur la toxicité psychologique de cette relation. Jung parlait de complexes inconscients qui se activent en présence de certains stimuli relationnels, des patterns psychiques chargés émotionnellement qui prennent le contrôle de ton système nerveux et créent des réactions corporelles intenses. Sénèque, le philosophe stoïcien, enseignait l'importance d'écouter la sagesse du corps et de ne pas la réduire au silence avec des rationalisations mentales, car souvent le corps connaît des vérités que l'esprit refuse encore de reconnaître. Ton système nerveux ne ment pas, il ne rationalise pas, il ne minimise pas. Il réagit à la réalité énergétique et psychologique de la situation avec une honnêteté brutale. Cette hypervigilance que tu ressens n'est pas un dysfonctionnement, c'est ton organisme qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu, à travers des millions d'années d'évolution, te protéger des menaces à ta survie psychologique. Apprendre à honorer ces signaux corporels comme une boussole relationnelle authentique est l'un des actes de sagesse les plus profonds que tu puisses accomplir. Quand ton corps se contracte systématiquement en présence de quelqu'un, quand ton souffle se raccourcit, quand ta poitrine se serre, c'est un message clair qui mérite toute ton attention et ton respect. Et ce que les neurosciences révèlent sur la prochaine dynamique va te bouleverser encore plus profondément. Le troisième signe se manifeste dans ton esprit lui-même, créant un brouillard mental si dense que tu finis par douter de ta propre perception de la réalité. Il génère en toi un sentiment constant de confusion et de doute de soi.
Après vos interactions, tu te retrouves à rejouer mentalement la conversation encore et encore, essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé, remettant en question tes propres souvenirs, te demandant si tu as vraiment entendu ce que tu penses avoir entendu, si tu as mal interprété leurs intentions, si c'est toi qui es le problème. Ils ont cette capacité déconcertante de réécrire l'histoire récente, de te convaincre que des événements ne se sont pas produits comme tu t'en souviens, de nier avoir dit ce qu'ils ont clairement dit, de retourner les situations pour que tu apparaisses comme irrationnel, excessif, dérangé. La confusion qu'ils créent en toi est la preuve de ta clarté menacée. Car une personne qui n'a pas de clarté intérieure ne ressent pas de confusion quand on manipule sa perception. Elle n'a tout simplement rien de stable à ébranler. Ce que tu vis s'appelle gaslighting dans la littérature psychologique moderne, un terme qui décrit cette forme insidieuse de manipulation où quelqu'un détruit systématiquement ta confiance en ta propre perception de la réalité. Freud aurait reconnu dans ce mécanisme une projection massive, combinée à un déni de la réalité objective, une défense psychologique si primitive que la personne qui l'utilise n'a souvent même pas conscience de ce qu'elle fait. Adler expliquait que certains individus développent un complexe de supériorité compensatoire, si fragile qu'ils ne peuvent maintenir leur image d'eux-mêmes qu'en démolissant systématiquement la stabilité psychologique des autres, en créant le doute et la confusion pour se sentir relativement plus compétents, plus rationnels, plus équilibrés. Daniel Siegel a démontré à travers ses recherches en neurobiologie interpersonnelle que l'exposition chronique à ce type de confusion relationnelle crée une véritable désintégration neuronale, fragmentant les réseaux qui permettent normalement l'intégration cohérente de ton expérience. Ton cerveau a besoin de cohérence narrative pour fonctionner de manière optimale. Et quand quelqu'un introduit systématiquement des contradictions, des incohérences, des réécritures constantes, cela crée un stress neurologique profond qui épuise tes ressources cognitives et émotionnelles. Camus faisait une distinction cruciale entre l'absurde existentiel authentique, celui qui émerge de notre confrontation avec l'indifférence de l'univers, et l'absurde imposé par autrui, celui qui est créé artificiellement pour te déstabiliser et te contrôler. Le premier peut mener à la liberté et à la révolte créatrice, le second mène uniquement à la confusion et à l'aliénation psychologique. Ce n'est pas toi qui es confus par nature, ce n'est pas toi qui ne peux pas penser clairement. C'est qu'on a introduit dans ton espace mental des éléments contradictoires spécifiquement conçus pour te faire douter de ta propre lucidité. Ta clarté mentale est ton droit fondamental, et la confusion qu'il crée est leur arme principale pour éroder ton sens de réalité et te maintenir dans un état de dépendance psychologique. L'un des outils les plus puissants pour contrer cette dynamique est de tenir un journal émotionnel où tu ancres ta version des événements en temps réel, créant ainsi une mémoire externe stable que tu peux consulter quand il tente de réécrire l'histoire. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus profond sur pourquoi certaines personnes font ça, quelque chose qui touche au cœur même de leur structure psychologique non intégrée. Le quatrième signe se ressent comme une fatigue qui ne vient ni de ton corps physique, ni de ton travail, ni de tes responsabilités quotidiennes. C'est une forme d'épuisement qui touche directement ton essence vitale. Il draine ton énergie vitale sans aucune réciprocité émotionnelle. Après avoir passé du temps avec eux, même une courte conversation téléphonique de quelques minutes, tu te sens vidé, comme si on avait siphonné quelque chose d'essentiel en toi. Ce n'est pas une métaphore romantique ou une image poétique, c'est un phénomène psychophysiologique réel que les recherches en neurosciences commencent seulement à comprendre pleinement. Antonio Damasio a consacré sa carrière à étudier comment les émotions et les interactions sociales ont un coût métabolique mesurable, comment ton cerveau et ton système nerveux doivent dépenser d'énormes quantités d'énergie pour réguler émotionnellement des relations déséquilibrées ou toxiques. L'épuisement que certaines personnes provoquent n'est pas faiblesse mais signal d'alarme psychique,
ton organisme qui te dit clairement que cette relation coûte infiniment plus qu'elle n'apporte, qu'il y a un déficit énergétique massif qui ne peut pas être maintenu sans dommages profonds. Jung utilisait l'image du vampire énergétique non pas dans un sens mystique, mais comme description clinique précise d'une dynamique psychologique où certains individus, à cause de complexes non résolus et du nombre non intégré, fonctionnent en parasites émotionnels, extrayant l'énergie vitale d'autrui parce qu'ils n'ont pas accès à leur propre source intérieure. Ces personnes n'offrent jamais de véritable réciprocité. Elles ne t'écoutent pas vraiment quand tu parles. Elles ramènent toujours la conversation à elles-mêmes. Elles utilisent ton espace émotionnel comme décharge pour leurs propres angoisses, sans jamais te donner en retour le soutien, l'écoute, la présence que tu leur offres généreusement. Adler aurait reconnu dans ce pattern un déficit total d'intérêt social authentique, ce qu'il considérait comme la base même de la santé psychologique, remplacé par une forme de parasitisme relationnel où l'autre n'existe que comme source d'approvisionnement narcissique. Marc Aurèle, dans ses méditations stoïciennes, insistait sur l'importance de conserver son énergie intérieure précieuse et de ne pas la disperser à travers des relations qui ne respectent pas la réciprocité fondamentale. Il disait que notre énergie vitale est limitée et sacrée et que la dépenser pour des personnes qui ne la valorisent pas est une forme de trahison envers soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme de protéger ton énergie. Ce n'est pas de la dureté de cœur de refuser d'être drainé émotionnellement. C'est au contraire de la sagesse existentielle profonde de reconnaître que tu ne peux donner authentiquement que si tu préserves ta propre source vitale. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse existentielle qui honore le fait que tu n'es pas une ressource illimitée à exploiter, mais un être humain avec des besoins légitimes de réciprocité et d'équilibre. Commence à observer attentivement comment tu te sens après chaque interaction avec les personnes dans ta vie, qui te laisse énergisé, vivant, inspiré, et qui te laisse épuisé, vidé, déconnecté de toi-même. Cette distinction simple mais cruciale est l'un des critères les plus fiables pour évaluer si une relation nourrit ou détruit ta paix intérieure. Établir des frontières énergétiques claires n'est pas optionnel si tu veux préserver ton intégrité psychologique, c'est une nécessité absolue pour ta survie émotionnelle. Et ce que la psychologie profonde révèle sur la prochaine dynamique va changer complètement ta perception de certains comportements que tu as peut-être tolérés pendant des années. Lequel de ces signes résonne le plus profondément avec une personne dans ta vie? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience de cette dynamique. Le 5e signe touche au cœur même de qui tu deviens et qui tu choisis d'être, et c'est peut-être le plus révélateur de tous. Ils réagissent avec hostilité à ta croissance personnelle. Chaque fois que tu fais un pas vers une version plus authentique et plus évoluée de toi-même, chaque fois que tu développes une nouvelle compétence, que tu adoptes une nouvelle perspective, que tu guéris une vieille blessure, leur réaction n'est pas de célébration, mais de sabotage subtil ou d'hostilité ouverte. Ils minimisent tes accomplissements avec un commentaire cynique qui enlève toute la joie de ta réussite. Ils trouvent toujours un défaut dans tes progrès. Une raison pour laquelle ce que tu as accompli n'est pas vraiment impressionnant ou significatif. Ils peuvent même te dire directement que tu changes de manière négative, que tu n'es plus comme avant, que tu es devenu prétentieux ou différent, et toujours dans un ton qui implique que c'était mieux avant, quand tu étais plus petit, plus limité, plus conforme à l'image qu'ils avaient de toi. Quand ta croissance dérange quelqu'un, c'est leur stagnation qui parle, pas ta transformation, car une personne qui est elle-même engagée dans un processus d'individuation authentique célèbre naturellement l'évolution des autres sans se sentir menacée. Jung expliquait que le processus d'individuation, ce chemin vers devenir qui tu es réellement au-delà des masques sociaux et des attentes extérieures, est profondément dérangeant pour ceux qui vivent dans la fausse sécurité de leur persona rigide et de leurs ombres non intégrées. Ta croissance devient un miroir insupportable qui leur renvoie leur propre refus d'évoluer, leur propre peur de l'inconnu, leur propre attachement à des patterns obsolètes qui ne leur servent plus mais qu'ils connaissent au moins.
Freud aurait reconnu dans leur réaction une forme d'envie inconsciente, ce sentiment primitif et douloureux de manquer ce que l'autre possède, qui se transforme en hostilité défensive pour protéger l'ego fragile de la confrontation à sa propre insuffisance. Ils ne peuvent pas supporter de te voir évoluer, parce que cela leur rappelle qu'eux aussi pourraient choisir de changer, mais qu'ils ont renoncé à cette possibilité par peur ou par paresse psychologique. Richard Davidson a démontré à travers ses recherches pionnières en neuroplasticité que le cerveau humain conserve une capacité de transformation profonde tout au long de la vie, mais que cette transformation exige un engagement actif et courageux qui menace tous les systèmes rigides établis. Pour quelqu'un qui s'est construit une identité autour de la stagnation, de la victimisation, de l'incapacité à changer, ton évolution est une menace existentielle directe à toute leur structure psychologique défensive. Frankl disait quelque chose de profondément vrai dans ce contexte. Il observait que ceux qui ont renoncé à chercher le sens dans leur propre vie ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un d'autre trouver ce sens. Cela leur rappelle trop douloureusement leur propre abdication. Leur hostilité face à ta croissance ne dit absolument rien sur toi ou sur la validité de ton chemin. Elle révèle uniquement leur propre terreur face à l'évolution et leur propre refus d'embrasser l'inconfort nécessaire de toute vraie transformation. Quand tu reconnais ce pattern, quand tu vois clairement que certaines personnes sont investies dans te maintenir petit, limité, conforme à une version passée de toi-même, tu fais face à un choix existentiel crucial. Soit tu ralentis ta croissance pour accommoder leur inconfort, soit tu honores ton processus d'individuation et tu acceptes que certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner dans cette évolution. Cette décision n'est jamais facile, surtout quand ces personnes sont proches de toi, mais c'est l'une des décisions les plus importantes que tu prendras pour ta santé psychologique à long terme. S'entourer de personnes qui célèbrent authentiquement ton évolution, qui sont inspirées par ta croissance plutôt que menacées par elle, qui te soutiennent dans devenir la version la plus pleine et la plus réalisée de toi-même, ce n'est pas un luxe optionnel, c'est une nécessité fondamentale pour que ton processus d'individuation puisse se déployer sans être constamment saboté de l'intérieur de tes cercles relationnels. Mais il existe un signe encore plus révélateur de leur toxicité profonde, un pattern qui touche à la structure même de comment ils se rapportent à ton autonomie psychologique. Le sixième signe se manifeste dans leur incapacité chronique à respecter quelque chose d'absolument fondamental pour toute relation saine. Ils violent systématiquement tes frontières psychologiques. Tu as peut-être remarqué que peu importe combien de fois tu exprimes clairement tes limites, tes besoins, tes préférences, ils continuent à les ignorer comme si tu n'avais rien dit, comme si ton nom n'avait aucun poids dans leur réalité. Tu leur dis que tu as besoin d'espace, ils t'inondent de messages, tu leur expliques que certains sujets sont trop douloureux pour toi, ils les amènent encore et encore avec une insistance troublante. Tu poses une limite claire sur ce que tu es prêt à accepter dans la relation, ils la transgressent avec une régularité déconcertante, souvent suivie d'excuses superficielles qui ne changent jamais le comportement. Tes frontières psychologiques ne sont pas des murs défensifs ou des obstacles à l'intimité, ce sont des sanctuaires pour ta paix, des définitions nécessaires de où tu finis et où l'autre commence, sans lesquelles aucune relation authentique n'est possible. Jung expliquait que le manque de différenciation entre soi et autrui est l'un des signes les plus clairs d'un déficit d'individuation, une confusion psychologique primitive où l'autre n'existe pas vraiment comme être séparé avec ses propres besoins, ses propres limites, sa propre autonomie, mais uniquement comme extension de soi-même, censé satisfaire ses propres besoins narcissiques. Quand quelqu'un viole constamment tes frontières, il ne fait pas juste une erreur de jugement ou un malentendu, il révèle une structure psychologique fondamentalement déficiente où ton autonomie ne peut pas être reconnue parce qu'elle menace son besoin de contrôle et de fusion. Adler aurait identifié dans ce pattern un déficit profond de ce qu'il appelait l'intérêt social, cette capacité mature de reconnaître l'autre comme égal méritant respect et autonomie,
remplacé par un égocentrisme pathologique qui ne peut concevoir que ses propres besoins comme légitimes. Matthew Lieberman a révélé à travers ses recherches en neurosciences sociales que notre cerveau possède des réseaux neuronaux spécialisés pour la reconnaissance et le respect des frontières interpersonnelles et que le dysfonctionnement de ces réseaux est associé à une incapacité profonde, à l'empathie authentique et au respect mutuel. Sénèque enseignait que le droit à l'autonomie intérieure est inaliénable et sacré, que personne ne peut légitimement pénétrer dans ton espace psychologique sans ton consentement explicite, et que défendre ce droit n'est pas de l'égoïsme, mais l'expression même de ta dignité humaine. Tes frontières sont sacrées et leur violation répétée est une forme de violence psychologique qui ne peut pas être minimisée ou excusée par des rationalisations sur leurs bonnes intentions ou leur amour maladroit. L'amour authentique respecte les frontières. Il ne les viole pas. L'intimité réelle se construit sur le respect mutuel de l'autonomie, pas sur la fusion indifférenciée ou l'intrusion émotionnelle. Maintenir des frontières fermes face à quelqu'un qui les viole constamment n'est pas un acte d'hostilité, c'est un acte d'amour profond envers toi-même, une déclaration que ton espace psychologique a de la valeur et mérite protection. Tu n'as pas à justifier tes limites, à les négocier, à les assouplir pour rendre l'autre plus confortable. Tes frontières sont tes frontières, point final. Pratique le non sans justification excessive, sans explication interminable, sans culpabilité paralysante. Un non est une phrase complète. Une limite est valide simplement parce que tu l'as posée. Elle n'a pas besoin de raisons qui satisfont l'autre pour être légitime. Et le dernier signe est peut-être le plus libérateur à reconnaître, parce qu'il te donne une boussole claire et indéniable pour évaluer qui appartient vraiment à ta vie. Combien de ces patterns reconnais-tu chez quelqu'un qui perturbe ta paix? Écris ton nombre en commentaire. Prendre conscience est déjà un acte de libération. Le 7e signe se révèle non pas dans ce qui se passe quand ils sont présents, mais dans ce qui émerge quand ils sont absents. Tu ressens un soulagement profond en leur absence. Ce n'est pas juste une légère préférence pour ta solitude ou un besoin ordinaire d'espace personnel. C'est quelque chose de beaucoup plus viscéral et significatif. Quand ils partent enfin, quand la porte se referme derrière eux, quand tu raccroches le téléphone après le rappel, il y a ce moment où tu expires profondément, peut-être pour la première fois depuis qu'ils sont arrivés. Tes épaules tombent, la tension dans ta nuque se relâche, ta mâchoire se desserre, et soudain, il y a ce silence intérieur paisible qui revient, cette sensation de pouvoir respirer pleinement, à nouveau. Tu te sens plus léger, plus clair, plus toi-même. L'espace autour de toi semble différent, moins chargé, moins dense, moins étouffant. Le soulagement que tu ressens en leur absence est la vérité que ton âme te murmurait depuis longtemps, mais que ton esprit rationnel refusait peut-être d'entendre parce que tu es loyal, parce que tu es bon, parce que tu ne veux pas juger les autres durement. Ton âme, cependant, ne ment pas et ne rationalise pas. Elle sait exactement qui nourrit ta paix et qui la détruit, qui appartient à ton chemin et qui est un détour toxique, qui mérite ton énergie précieuse et qui la gaspille sans reconnaissance. Jung parlait du retour au self authentique, ce noyau essentiel de qui tu es vraiment au-delà de toutes les adaptations sociales et les rôles que tu joues, et il observait que ce retour se produit naturellement quand les influences toxiques sont retirées de ton environnement psychologique. Quand ces personnes destructrices sont absentes, tu peux enfin entendre ta propre voix intérieure. Tu peux enfin sentir ce que tu ressens vraiment sans le filtre de leur jugement constant, de leur invalidation systématique, de leur présence écrasante. Stanislas Dehaene a étudié les mécanismes neuronaux de la conscience et a découvert que notre capacité à la conscience claire, à la métacognition, à la réflexion profonde sur nous-mêmes, requiert un espace mental dégagé qui est impossible à maintenir sous l'assaut constant d'interactions toxiques. Leur absence ne crée pas un vide dans ta vie, elle crée un espace pour que ta paix intérieure puisse enfin s'installer, pour que ta clarté mentale puisse revenir, pour que ton énergie vitale puisse se régénérer sans être constamment drainée.
Boris Cyrulnik, ce psychiatre et neuropsychologue français qui a survécu à des traumatismes extrêmes durant l'enfance, a consacré sa carrière à étudier la résilience et il a découvert quelque chose de fondamental. Il a montré que la résilience ne commence pas par un effort héroïque de surmonter les traumatismes, elle commence par le simple acte de retirer ou de se retirer de la source continue du traumatisme. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement même qui te blesse continuellement. La paix ne peut pas fleurir dans un sol empoisonné. Camus affirmait que la liberté authentique commence précisément au moment où tu refuses l'absurde imposé par autrui, où tu dis non aux dynamiques qui nient ton humanité, où tu choisis consciemment de préserver ton espace intérieur contre les intrusions destructrices. Ce soulagement que tu ressens n'est pas un signe que tu es intolérant, froid ou incapable de relations difficiles. C'est ton système nerveux qui revient à son état naturel de régulation après avoir été en mode survie. C'est ton âme qui respire enfin librement après avoir été comprimée. C'est ta conscience qui retrouve sa clarté native après avoir été obscurcie par la confusion et la manipulation. Honorer ce soulagement profond, le prendre au sérieux comme information psychologique cruciale sur qui mérite ta présence et qui ne la mérite pas, c'est l'un des actes de sagesse les plus matures que tu puisses accomplir. Arrête de te forcer à maintenir des relations qui requièrent un effort épuisant juste pour être tolérable. Arrête de te convaincre que tu devrais pouvoir gérer leur toxicité avec plus de force mentale ou de techniques de communication. Certaines personnes ne devraient tout simplement pas avoir accès à ton monde intérieur, point final. Ce n'est pas cruel de reconnaître cela, c'est lucide. Ce n'est pas égoïste de choisir ta paix, c'est nécessaire. Ce n'est pas lâche de te retirer de relations destructrices, c'est courageux. Leur absence n'est pas un vide à combler, c'est un espace sacré pour que ta vie authentique puisse enfin s'épanouir. Écoute ce soulagement profond, honore-le. Agis en conséquence. Maintenant que tu reconnais ces 7 signes psychologiques profonds, maintenant que tu as les outils conceptuels pour identifier les dynamiques relationnelles qui détruisent ta paix intérieure, tu fais face à une question existentielle fondamentale. Que vas-tu faire de cette conscience nouvelle? Jung disait que l'inconscience n'est jamais une excuse une fois que la conscience devient possible, et tu es maintenant à ce point de bascule où l'ignorance n'est plus une option. Tu vois clairement qui dans ta vie correspond à ces patterns destructeurs, et cette vision elle-même te donne une responsabilité que tu ne peux plus éviter. La vraie protection de ta paix intérieure ne vient pas de techniques de gestion du stress ou de pratiques de méditation aussi utiles soient-elles, elle vient de ton courage à faire des choix relationnels difficiles basés sur ce que tu sais maintenant être vrai. Elle vient de ta volonté à établir et maintenir des frontières fermes, même quand cela déplaît, même quand cela crée du conflit, même quand cela signifie la fin de certaines relations. Freud observait que la résistance la plus forte au changement vient toujours de l'intérieur, de nos propres défenses psychologiques qui préfèrent la familiarité douloureuse à l'inconfort de l'inconnu, et tu vas probablement rencontrer cette résistance en toi-même quand tu commenceras à agir selon ta nouvelle conscience. Ta loyauté, ta gentillesse, ton désir de donner aux autres le bénéfice du doute, toutes ces qualités magnifiques vont peut-être se retourner contre toi et te convaincre de donner encore une chance, d'essayer encore une fois, de ne pas être trop dur dans ton jugement. Mais rappelle-toi ceci, protéger ta paix n'est pas un acte d'hostilité envers les autres, c'est un acte d'intégrité envers toi-même. Tu n'es pas responsable de la croissance psychologique d'autrui. Tu n'es pas obligé de sacrifier ton bien-être pour accommoder leur refus d'évoluer. Tu n'as pas à mettre le feu à toi-même pour garder les autres au chaud. Adler enseignait que l'intérêt social authentique, contrairement à ce que beaucoup croient, ne signifie pas se sacrifier pour les autres au point de ta propre destruction, il signifie reconnaître que ton bien-être et celui des autres sont également importants, et que les relations saines sont construites sur la réciprocité et le respect mutuel, pas sur le martyre et l'exploitation.
Les neurosciences modernes confirment ce que la sagesse ancienne savait intuitivement. Tu ne peux pas donner à partir d'un réservoir vide. Tu ne peux pas soutenir les autres si tu es toi-même en mode survie constant. Tu ne peux pas être une présence positive dans le monde si ton propre espace intérieur est constamment envahi et détruit. Richard Davidson a démontré que la neuroplasticité fonctionne dans les deux directions. Ton cerveau peut se transformer positivement à travers des relations nourrissantes et des pratiques conscientes. Mais il peut aussi être endommagé profondément par l'exposition chronique à des dynamiques toxiques. Choisir consciemment qui a accès à ton espace psychologique est donc littéralement un acte de protection neurobiologique, pas juste une préférence émotionnelle. Frankl disait que la dernière liberté humaine, celle qui ne peut jamais être enlevée, même dans les circonstances les plus extrêmes, est la liberté de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Et dans ce contexte, cela signifie que tu as toujours le choix de qui tu permets dans ton monde intérieur, quelle voix tu écoutes, quelle présence tu honores avec ton temps et ton énergie précieux. Ce choix est ta responsabilité existentielle fondamentale et personne d'autre ne peut le faire pour toi. Ta paix intérieure est peut-être la chose la plus précieuse que tu possèdes, plus importante que l'approbation sociale, plus importante que le confort de relations familières mais toxiques, plus importante que l'illusion que tu peux sauver ou changer quelqu'un qui refuse de faire son propre travail d'intégration psychologique. Quand tu commences à traiter ta paix comme sacrée, quand tu refuses de la négocier ou de la compromettre, quand tu établis des standards clairs pour qui mérite d'être proche de toi, tu ne deviens pas arrogant ou fermé, tu deviens simplement sage. Tu reconnais enfin que ta vie est limitée, que ton énergie est finie, que ton temps est précieux et que chaque minute passée dans une dynamique destructrice est une minute volée à ta possibilité de croissance, de joie, de contribution authentique au monde. Ceux qui sabotent ta croissance révèlent leur propre terreur de l'évolution et tu n'as aucune obligation de ralentir ton individuation pour les rassurer. Tes frontières ne sont pas des murs, ce sont des sanctuaires pour ta paix. Et les défendre n'est pas égoïsme, mais sagesse profonde. Le soulagement que tu ressens en leur absence est la vérité que ton âme te murmurait depuis toujours. Et il est temps d'écouter vraiment. Si cette exploration psychologique a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui protège aussi sa paix intérieure. Quelle phrase t'a le plus marqué ? Et si tu veux approfondir ce voyage vers l'individuation ensemble, rejoins notre communauté de membres.